Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanu, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble comment intégrer le framework CSS Tailwind au niveau d'un projet Symfony. Donc Tailwind, c'est un framework CSS qui va vous permettre de pouvoir utiliser des classes utilitaires afin de styliser vos applications. Donc, je pourrais avoir un H1 qui va afficher Hello World et je pourrais rajouter différentes classes utilitaires qui proviennent de Tailwind. Donc, je peux utiliser Text Center afin de centrer le texte. Je peux utiliser Text 5XL afin de le mettre beaucoup plus grand ou bien beaucoup plus petit et ainsi de suite. Je peux modifier la couleur, on peut utiliser l'Indigo et vous avez plusieurs variantes, une version très dark, une version light et ainsi de suite. Je peux également à ce niveau-là décider de le mettre beaucoup plus gras en utilisant font semi-bold et plein d'autres mushibushi. Donc nous, dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à apprendre Tailwind. Je suppose que vous le connaissez un peu et puis vous voulez l'intégrer au niveau d'un projet Symfony. Nous allons voir premièrement la manière la plus simple de l'intégrer à un projet Symfony en utilisant le CDN. Après, nous allons voir comment utiliser Webpack encore afin d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Et de la même manière, on va voir comment rajouter des thèmes de formulaire Tailwind. Donc, ceci a été rajouté au niveau de la version 5.3. Vous allez voir, on pourra avoir des trucs qui vont ressembler à ceci. On pourra les customiser comme on le veut. Donc, maintenant que l'introduction a été faite, sans plus tarder, je vais créer un nouveau projet Symfony. Je vais l'appeler Demo Tailwind, disons Symfony. Là, je vais utiliser l'approche traditionnelle, donc je rajoute -- full. Normalement, on va patienter et puis en 2 temps 3 mouvements, notre projet Symfony va être créé. Je vais me déplacer au niveau de mon projet, l'ouvrir au niveau de mon éditeur et puis on va démarrer le serveur en utilisant le client Symfony. Donc là, je démarre le serveur en arrière-plan en utilisant -D et je pourrais réutiliser la même session de mon terminal. Donc voilà, le serveur est démarré. Je peux cliquer sur cette URL et on verra la page d'accueil d'un nouveau projet Symfony. J'aime très souvent changer la couleur juste pour le fun, donc rafraîchir, ça change la couleur. Je trouve ceci beau, ok? Donc on va perdre 2 petites secondes à faire cela et mamma mia, on est maintenant prêt à utiliser Tailwind. Donc je vais fermer ceci, on ne va plus utiliser le play. Et si on vient ici, la manière la plus simple d'intégrer Tailwind, c'est via le CDN. Donc, on pourra rajouter cette balise link et bang, tout va marcher. Pour l'instant, on n'a pas de page. On va tenter de corriger ceci. Je vais créer un contrôleur en faisant Symfony Console, Make Controller et on va l'appeler, disons, Home Controller. Là, on ne va pas faire quelque chose de vraiment avancé. Je vais venir au niveau de mon contrôleur. On voit qu'on retourne le template Home Index. Je vais l'appeler tout simplement Home. Donc, on n'aura plus besoin ici d'un dossier Home. Je vais renommer Index en Home et le déplacer afin de ne plus avoir besoin d'un dossier Home. Donc, rien de bien compliqué. On rend notre template qui est ici et tout doit marcher. Donc là, je vais mettre comme titre, disons Home, et puis comme contenu, on va mettre I love Tailwind. Donc on peut mettre ici Hearts, ça va mettre le cœur et je rajoute Tailwind. En lieu place de mettre I love, on va mettre Symfony Love Tailwind. Parfait. On vient là, on teste. Bon là, j'ai oublié de changer le path. Si on demande la page d'accueil, je veux ici retourner mon template et tout doit marcher. Et là, malheureusement, j'ai une petite erreur. Donc, je pense que c'est en rapport avec la BD. Si je commente ceci, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a besoin que j'ai cette variable d'environnement. Je vais donc créer un fichier .env.local
Et puis, je vais pouvoir mettre la variable d'environnement database URL et utiliser SQLite. Donc là, en réalité, je n'ai pas besoin de base de données, mais vu qu'il me demande de définir database URL, je vais utiliser .env.local vu que ce fichier-là n'est pas commité. Donc, dans ce fichier, je vais mettre les variables d'environnement que j'utilise en local. Donc, ceci ne va pas être utilisé. Cette variable d'environnement au niveau de .env.local va avoir la plus grande priorité. Normalement, ça devrait résoudre le problème. Et voici le résultat, Symfony M Tailwind. Donc, on va essayer de charger Tailwind en copiant cette ligne. Je viens au niveau de mon template et on peut charger Tailwind ici. OK? Donc, je vais mettre ceci à ce niveau-là. Pour l'instant, on va garder commenter ces Mitsubishi. Mais plus tard, lorsqu'on va utiliser Webpack encore, je vais pouvoir les décommenter. Mais là, on a chargé Tailwind. On verra automatiquement un changement. Vous allez le voir. Mamma mia, ça prouve que Tailwind a été appliqué. Cela revient donc à dire, je peux venir ici et puis rajouter mes différentes classes. Donc, je peux mettre ceci au centre, le mettre beaucoup plus grand, font semi-bold, et puis déjà, on aura un résultat assez intéressant. Lui, je vais le mettre en couleur, disons, orange ou bien rouge. Je peux l'entourer d'un span et on va mettre comme classe texte red 500. Donc, ça va le mettre un peu en rouge. On vient là, on vérifie et puis voici le résultat. Si je veux ici centrer cela, je peux mettre tout ceci au niveau d'une div. On va dire que cette div va prendre 100% de la hauteur de l'écran. Je vais mettre un display flex, item center et puis justify center. Donc ça, c'est en rapport avec Flexbox. Et voici, on a mis nos classes. Le contenu doit être centré et c'est bel et bien le cas. Si on voulait modifier la couleur du H1, je peux venir là, texte indigo, on va mettre 500 et puis automatiquement, ça va marcher. Donc voilà un moyen simple de pouvoir intégrer Tailwind au niveau d'un projet Symfony. Même si cette approche marche, elle vient avec plusieurs inconvénients. Si on vient ici, on nous liste les différents inconvénients. Premièrement, on ne va pas pouvoir personnaliser Tailwind. Donc, on est obligé de l'utiliser tel quel. On ne pourra pas le personnaliser en rajoutant nos propres couleurs, rajouter notre propre police directement au niveau du thème et tout. Là, c'est l'un des premiers inconvénients. On ne pourra pas utiliser Apply ni Variant. Donc, il y a plein d'autres inconvénients. On ne peut pas installer de plugins. Vous avez par exemple des plugins pour les formulaires. Donc, si je tape Tailwind Form, c'est un plugin qui permet de customiser automatiquement vos formulaires. En utilisant cette approche, on ne pourra pas installer ces plugins. Vous avez un plugin pour la typographie. On ne pourra pas également l'installer si on utilise l'approche avec le CDN. Et le dernier inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire un tree shaking des styles qui ne sont pas utilisés. Donc, si on regarde notre exemple, il est vraiment simple. On a utilisé différentes classes, Flex, Item Center, Text Center, Justify Center et tout. On n'a pas utilisé toutes les classes qui viennent au niveau de Tailwind. Mais si vous utilisez cette approche, malheureusement, le CSS qui est chargé, il va contenir toutes ces classes-là. Donc, vous allez voir, on aura par exemple texte, disons pink 500, alors qu'en réalité, on n'a même pas utilisé ce Mitsubishi-là. Mais ceci aura été bel et bien chargé, comme on peut le voir. Donc, il y a plein d'autres éléments qui vont être chargés. On n'a pas besoin d'eux, mais vu qu'on a utilisé cette approche, il n'y a pas de possibilité de pouvoir retirer des classes qu'on n'a pas eu à utiliser. Donc, si on fait un petit inspecter, et puis on regarde la taille de notre fichier CSS, vous allez voir, on va essayer de venir au niveau de All. Est-ce qu'il y a un fichier qui a été chargé? Je reviens ici, je vais tenter d'actualiser. Voilà, on a chargé notre ami Tailwind.
Bon, là, vu qu'il avait été déjà chargé, il a été chargé depuis le cache. Mais pourquoi pas, je vais le télécharger rapidement et puis on pourra voir sa taille. Donc, je viens au niveau du bureau, je le télécharge. Et si on regarde, il fait environ 3 mégas. Donc, on charge un fichier de 3 mégas, c'est quand même beaucoup, alors qu'on n'utilise que quelques Mitsubishi. Donc, généralement, si ce n'est pas pour des démos, je ne vais pas utiliser cette approche. Avouez que c'est beaucoup plus rapide si on veut faire une petite démo, mais pour des projets que je vais lancer en production, généralement, je vais utiliser la deuxième approche que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, on va revenir là et on va retirer ce qui était ici. Parfait. Et nous allons installer le bundle Webpack encore. Donc, on peut venir au niveau de la console et puis on va taper Composer Require encore. En lieu et place de taper Webpack encore bundle, donc Symfony Webpack encore bundle, si on vient au niveau de flex.symfony.com, on a un alias qu'on peut utiliser pour notre ami Webpack encore. Donc le voici. On peut utiliser encore comme alias UX, Webpack, Webpack encore ou bien Webpack encore bundle. Donc si j'utilise l'un de ces alias, je vais installer Webpack encore. Donc là, je vais valider et on va patienter un peu. Vous allez voir un dossier A7 va être créé par Webpack encore. Le voici. On va avoir également un fichier webpack.config.js qui est le fichier de configuration de Webpack. L'avantage d'utiliser Webpack encore, c'est qu'il va nous faciliter la génération de ce fichier de configuration. J'ai déjà eu à faire une vidéo sur Webpack encore. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ceci, je mettrai un lien en description. Il vient avec également une configuration. Donc, vous allez voir, on a une configuration pour Webpack encore. On va enregistrer notre bundle. Il a été enregistré et plein d'autres Mitsubishi. Donc là, on nous demande de faire yarn install ou bien npm install. Ceci va permettre d'installer toutes nos dépendances JavaScript. Donc, on a un fichier package.json qui a été rajouté par Webpack encore. En faisant un npm install, toutes nos dépendances vont être installées. Après, on nous demande de décommenter le code qui a été commenté au niveau de base.html.twig et on peut démarrer notre serveur de développement en utilisant yarn encore dev server ou bien si on a npm, on pourra faire npm run dev server. Donc, je vais faire premièrement npm install. C'est la même chose que de faire npm i. Si vous avez yarn, vous allez taper yarn install. Pendant que c'est en train d'être fait, on peut venir au niveau de base. On peut décommenter ces deux Mitsubishi là. On pourra enlever ce commentaire vu qu'on a installé Webpack encore. Donc, l'installation devrait être terminée. Normalement, lorsqu'on installe nos dépendances, les versions installées vont être verrouillées au niveau de package lock.json. Si vous utilisez yarn, ça allait être un fichier yarn.lock. On aura ensuite un dossier node module dans lequel on a toutes nos dépendances. Donc là, cela veut dire que tout s'est bien passé. Donc on a eu à faire npm install pour installer nos dépendances. On a décommenté les lignes au niveau de notre template de base. Là, on peut exécuter npm run dev server ou bien yarn encore dev server. Donc là, je le valide et on voit que tout s'est bien passé. Il va nous générer nos fichiers compilés. Et qu'est-ce qu'il va compiler? Il va compiler le fameux app.js qui est présent ici. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà eu à faire une vidéo au niveau de Webpack encore. Mais principalement, si on regarde le fichier de configuration, on a défini une entrée qui a pour nom ici app et qui pointe vers le fichier app.js. Donc, il va ici prendre ce fichier-là, lire chacune des lignes. Là, on demande à inclure un fichier CSS. Si c'est la première fois que vous utilisez Webpack, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, on importe un fichier CSS au niveau d'un fichier JavaScript.
Mais là, ça va marcher. Il va être intelligent pour extraire le CSS et puis le mettre au niveau d'un fichier CSS. Après, il va ici lire bootstrap.js, qui est le fichier qui est ici, faire plein de Mitsubishi dont on n'a pas besoin. Ça, c'est en rapport avec Stimulus et tout. Donc, ça va nous permettre de charger tous nos contrôleurs et puis également ceux qui vont être listés au niveau de contrôleur.json, même si pour l'instant, c'est vide. Donc, nous, on ne va rien modifier. Le fichier CSS, le fichier CSS contient background color à light gray. Donc, si ça marche, on doit avoir comme couleur de fond la couleur grise. Et mamma mia, c'est le cas, c'est que ça marche. Si vous regardez le code, vous allez voir que ici, il va charger nos assets depuis localhost 8080. Donc, mon site est sur localhost 8001, mais lorsque vous utilisez npm run dev server, il va démarrer le serveur webpack, comme on peut le voir, sur localhost 8080. Et c'est ici qu'il va rendre accessible les fichiers qu'il a eu à compiler. Donc, c'est là qu'on pourra accéder. Je vais tenter de l'écrire à buildapp.css et puis de la même manière, les autres Mitsubishi qui ont été générés. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de tout ceci. On aura le résultat escompté. Et l'avantage, c'est quoi? Si vous modifiez, je vais me retrouver. Si vous modifiez ce fichier-là, il va automatiquement redémarrer le serveur. Et puis également, il va automatiquement recharger la page. Donc, on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit. On voit que la page a été rechargée et puis tout marche à la perfection. OK? Donc, en développement, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir ces deux Mitsubishi-là côte à côte. Et à chaque fois que vous allez modifier quelque chose, il va redémarrer, recharger la page et tout est bon. Mais lorsque vous allez vouloir réellement ici avoir vos fichiers compilés, pour l'instant on ne les voit pas, il faudra utiliser npm run dev. Donc je coupe le serveur avec CTRL-C, je fais npm run dev, pas dev server. Si vous utilisez yarn, ce sera yarn run dev. Et là, il va simplement compiler les assets en développement. Vous allez avoir tous les fichiers qui ont été générés. Et là, ce qui se passe, je vous avais dit qu'il allait extraire le code CSS. Donc, il a eu à l'extraire ici, comme on peut le voir. Et puis, le code JavaScript également. Il a eu à faire, disons, toute la combinaison de tous les codes JavaScript. Et puis, il les a mis au niveau de app.js. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de Webpack encore, vu que j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus. Mais grosso modo, si vous voulez avoir ces fichiers-là, il faudra taper ici npm run dev. Si vous voulez maintenant ici générer les fichiers pour la production, là, il faudra taper npm run build. Donc, tout ceci est présent au niveau de package.json. On a npm run dev server. On a vu que il va démarrer le serveur Webpack. Donc, on n'aura pas nos fichiers en réalité ici. Ce sera sur ça va être sur localhost 8080. On peut compiler nos assets en développement. Et puis lui demander de redémarrer, disons, et puis lui demander de recompiler si on modifie des fichiers. Donc, je peux venir ici. En lieu de place de faire dev, je peux faire ici watch. Et c'est comme s'il va faire dev-watch. C'est exactement ce qui est ici. Donc, moi, je vais faire npm run watch. Et là, il va compiler nos assets. Mais à chaque fois qu'on va modifier le fichier, l'un des fichiers en question, il va automatiquement les recompiler. Donc, je vais vous le montrer. On vient ici. Je vais mettre du rouge. On voit qu'il recompile. Mais là, dans ce cas, ce sera à nous de rafraîchir la page pour que ça marche. Alors qu'avec Dev Server, il le faisait automatiquement. Ce qui fait que généralement, en développement, beaucoup de personnes aiment utiliser Dev Server. Si vous utilisez Dev Server, n'oubliez surtout pas après de compiler les assets. Parce que si vous mettez votre site en ligne et que vous n'avez utilisé que Dev Server, ces fichiers-là ne vont pas être générés. Là, on peut maintenant compiler pour la production en tapant npm run build. OK?
il va compiler pour la production. Vous allez voir, si on regarde pour l'instant, je vais venir au niveau du navigateur, on regarde le code. Vous allez voir que le code n'est pas versionné, donc on n'a pas de version. Le code également n'est pas minifié, donc il n'est pas compressé, on n'a pas enlevé les espaces et tout. Mais si on utilise npm run build, il va compiler tous nos assets pour la production. Donc on aura ici la minification. Donc il va versionner les fichiers, il va les minifier et tout. Essayons de regarder le nouveau code. On va actualiser, je vais actualiser d'abord. On regarde le code. On voit qu'il rajoute des versions, ce qui va permettre de mettre en cache, disons, très facilement ces Mitsubishi-là. Si on regarde le code, on voit qu'il a été minifié, compressé, on a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire. Avant, on avait les source maps. Lorsqu'on était en développement, vous aviez vu, on avait des trucs en bas. Ça, c'est intéressant en développement si on veut déboguer notre code. Donc, si vous faites un clic droit et puis vous faites inspecter, ça, c'est intéressant pour déboguer votre code CSS, JavaScript et tout. Mais en production, on n'a pas besoin de tout ceci, donc il va nous donner quelque chose de plus concis, ce qui va réduire la taille du fichier et puis accélérer également donc le chargement. Donc c'est bien beau, ça marche, mais moi je vais revenir premièrement à npm run dev server. Ça va me permettre de tester plus simplement. Là au niveau de public build, on voit qu'il a retiré tous les Mitsubishi parce qu'en réalité, il ne va plus les utiliser. Tout va se trouver au niveau de localhost 8080. Mais l'avantage, comme on l'a vu, si je mets ici pink, il va recharger la page et bang. Donc, voyons maintenant comment installer Tailwind. Parce que pour l'instant, on n'a pas Tailwind. La preuve, on a toutes nos classes, mais elles ne sont pas appliquées. Ça va être très simple. Ce que vous devez savoir, je vais tout fermer, c'est que Tailwind, ce n'est rien d'autre qu'un plugin PostCSS. Donc, c'est quoi PostCSS? PostCSS, c'est un outil JavaScript qui va vous permettre de transformer votre code CSS. Pour faire simple, vous pouvez voir PostCSS comme un outil JavaScript. On pourra installer plein de plugins et on aura par exemple des fichiers de style, des fichiers CSS. On va les faire passer par une série de plugins et puis après, on a du code CSS. Mais ça va être un code CSS qui a été transformé via les différents plugins. Afin de vous montrer que c'est simple d'utiliser PostCSS, je vais pourquoi pas créer un projet à part. Donc, je vais revenir ici, je vais créer un dossier démo PostCSS et on vient au niveau de démo PostCSS. Je vais taper npm init-y. Ça va me permettre de créer un fichier package.json avec des valeurs par défaut. Donc, le nom, la version et tout. On va créer un fichier, disons app.css. Et je vais créer un autre fichier, index.html. Au niveau de index.html, je vais mettre hello. Et là, je vais mettre un petit h1 avec hello world. Si vous voyez que le contenu est formaté automatiquement, c'est parce que j'ai installé un outil qui a pour nom Prettier. C'est lui qui va me permettre de formater mon contenu dynamiquement. Donc, si je laisse des espaces de cette manière-là, il va le formater, bang, si je fais enregistrer. Je vais ouvrir mon code HTML et voici le résultat. Donc, rien de bien compliqué. On va charger le CSS. Donc, je peux dire, il faudra charger app.css. Pourquoi pas, on va le mettre au niveau d'un dossier CSS. Je vais le déplacer dans le dossier CSS. Donc là, ça revient à dire que je vais mettre CSS app.css. Pour l'instant, on va changer le body, background color et je vais mettre du rouge. On vient là et mamma mia, ça marche. Le rouge, il fait un peu peur. Je vais mettre du jaune. Peut-être ça va être mieux. Ça, c'est la gaieté. OK, magnifique. Mais là, on n'a rien fait de nouveau. On a simplement du HTML, du CSS. Au niveau de Tailwind,
vous avez plusieurs directives que vous pouvez utiliser. On a @tailwind base, @tailwind components de cette manière-là, puis @tailwind utilities. Mais là, comme on peut le voir, clairement, ce n'est pas du code CSS. Donc, si on donne ceci au navigateur, il ne va rien comprendre parce que ce n'est pas du CSS. Et c'est là que notre ami post-CSS entre en jeu. Comme je vous l'ai dit, on va lui passer des fichiers de style. Il pourra appliquer différents plugins et puis à la sortie, nous donner du CSS qui a été transformé, modifié. Donc, le plugin que nous allons appliquer ici, c'est le plugin Tailwind. Et c'est pourquoi je vous disais, oui, Tailwind, c'est un framework CSS, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un plugin post-CSS. Donc, nous allons essayer d'utiliser post-CSS afin de transformer toutes ces directives en CSS. Vous allez voir, ça va être simple. Je vais venir au niveau de package.json. Pour l'instant, nous n'avons aucune dépendance. Je vais venir au niveau de la console et on va installer post-CSS CLI. Donc, il va nous permettre d'accéder à post-CSS en ligne de commande. Si on regarde les dépendances, on verra maintenant qu'on a post-CSS CLI. Pourquoi pas, je vais l'installer comme dépendance en développement. Je rajoute donc -d et il va se retrouver au niveau de Dev Dependencies. Lorsqu'on installe post-CSS CLI, au niveau de Node module.bin, on va avoir un fichier exécutable post-CSS. Donc, si je viens ici, je viens au niveau de Node module.bin, je peux exécuter post-CSS. Là, on me dit que j'ai mal utilisé, disons, mon script. Je n'ai pas eu à donner de fichier d'entrée. On va demander de l'aide en tapant -h et on va nous montrer comment l'utiliser. Je vais chercher des exemples et voilà. Donc, on pourra donner le fichier d'entrée et puis indiquer où est-ce qu'on veut mettre l'output, donc la sortie. Donc, je remets post-CSS. Je vais dire que le fichier d'entrée, c'est notre fichier app.css. Donc, je peux dire, viens au niveau de CSS et tu vas trouver app.css. Et on veut transformer ce Mitsubishi-là en utilisant post-CSS. Et le fichier de sortie, le fichier output, ça va être, on va le mettre dans un dossier build et il aura pour nom bundle.css. On aurait pu mettre le nom qu'on voulait. Généralement, d'autres personnes vont le mettre dans un dossier dist. Libre à vous de donner le nom que vous voulez et puis l'emplacement que vous souhaitez. Donc, je pouvais mettre, on va le mettre au niveau de dist app.css. Là, je vais donner un nom différent pour éviter toute confusion. Donc, on n'a pas eu d'erreur. On voit qu'un dossier dist a été créé et voici notre fichier bundle. Mais malheureusement, on n'a eu aucune transformation. Il a rajouté les sources map. Comme je vous l'ai dit, c'est intéressant pour le débogage. Mais ceci n'a pas été remplacé par du CSS. Si on regarde le message, il est explicite. On nous dit qu'on n'a pas seté de plugin. Et par défaut, si vous utilisez post-CSS sans indiquer de plugin et tout, il ne va rien faire. Et c'est la raison pour laquelle il n'a rien fait. Toute la puissance de post-CSS réside dans la grande variété de plugins disponibles. Venons au niveau de Google et on va chercher plugin post-CSS. Vous allez voir qu'on a plein de plugins post-CSS. Là, c'est le site officiel de post-CSS et vous avez probablement déjà utilisé le plugin auto-préfixeur. Il permet de rajouter des vendor préfixes comme WebKit, MS, Moz et ainsi de suite. Donc, voici notre input. On le passe dans le plugin auto-préfixeur. C'est un plugin post-CSS. Et en résultat, on obtient ce Mitsubishi-là. Mais comme je l'ai dit, vous avez plein de plugins. Si on vient au niveau de plugins, tout ceci, vous pourrez rechercher des plugins par catégorie. Vous voyez qu'on a, mamma mia, plein de plugins. Donc, fermons ceci
Nous, on va installer Tailwind CSS, vu qu'on sait que c'est le plugin qui va comprendre ces directives-là. Donc, je viens ici, je fais npm install Tailwind CSS. On peut l'installer en développement également et on valide. Donc, vous allez voir, on aura deux dépendances. On va avoir post CSS, CLI et notre ami Tailwind CSS. Maintenant, ça va être simple. On va réutiliser la même commande. Simplement que vous pouvez utiliser l'option "-u", qui est la même chose que "-use", afin d'indiquer les plugins que vous voulez utiliser. Là, moi, je vais dire que je vais utiliser Tailwind CSS qu'on vient d'installer. Je valide. Là, on voit qu'il fait la transformation. Venons au niveau de dist, bundle. Et mamma mia, on a maintenant du code CSS. Donc, post CSS a eu à passer le fichier app.css au plugin Tailwind et en résultat, il a pu transformer le code en du CSS valide. Juste pour que ce soit clair, je vais enlever tout le code au niveau de bundle. On va désinstaller Tailwind CSS. Donc, je fais npm uninstall Tailwind CSS. Il va le retirer. Si je tente de réexécuter la même commande, on aura une erreur. On ne trouve pas le plugin Tailwind CSS. Donc, c'est parce que j'avais eu à l'installer qu'on pouvait l'utiliser sans problème. Je vais réexécuter et vous allez voir, tout marche et voici le résultat. Essayons de voir le rôle de chacune des directives. Lorsque vous utilisez Tailwind Base, il va faire un petit reset des différents styles qu'on a par défaut au niveau des navigateurs. Comme vous le savez probablement, la plupart des navigateurs ont des stylisations par défaut. Donc, on utilise des librairies comme Normalize qui vont permettre ici de faire un reset. En grosso modo, ça va permettre d'avoir les mêmes styles par défaut au niveau de tous les navigateurs. Donc, lorsqu'on utilise @tailwind base, en coulisses, notre ami Tailwind va utiliser Normalize et puis rajouter quelques petites customisations. Ensuite, lorsqu'on utilise Tailwind Components, on va pourquoi pas commenter ces deux Mitsubishi-là. Ça va permettre de rajouter une classe qui a pour nom container. C'est une classe qui va nous permettre de centrer un peu notre contenu, le mettre dans un container. Donc, @tailwind components a été remplacé par cette classe container et puis les versions responsives. Si on regarde @tailwind utilities, c'est ce qui permet de rajouter toutes les classes utilitaires. Donc, texte center, font semi-bold, texte indigo 500 et tout. C'est le fameux Tailwind utilities qui permet de rajouter toutes les différentes classes utilitaires. Donc, on met ceci dans l'ordre. Comme ça, on fait le reset. On a notre classe .container. C'est un peu comme avec Bootstrap. C'est une classe qu'on peut utiliser pour centrer le contenu. Et puis ici, on a toutes les classes utilitaires. Si on vient au niveau de Tailwind, je peux taper play.tailwind.com. Donc, c'est tailwindcss.com. Je vais mettre une div. On va mettre hello. Comme ceci. Je vais rajouter la classe container. Et si je mets mxauto, vous allez voir qu'on a un petit container pour notre Mitsubishi. Donc, ça va donner une largeur maximale. On peut regarder le code. Est-ce que j'ai eu à recompiler? Non. Je vais recompiler. On vient là. On va descendre, chercher container rapidement. Et vous voyez, ça donne un max width dépendamment du type de device. Donc, normalement, Tailwind n'a plus de secret pour vous.
Vous savez qu'en réalité, c'est un plugin PostCSS. Et PostCSS nous permet de transformer nos fichiers de style en passant par une série de plugins. Là, avouez toutefois que la commande est un peu longue. Taper tout ceci, c'est un peu long. On peut donc venir là et puis créer un script. Je vais l'appeler, disons, build. Donc, si vous mettez quelque chose au niveau de script, vous pourrez l'exécuter en faisant npm run et puis le nom que vous avez donné. Si vous utilisez yarn, c'est yarn run, le nom que vous avez donné. Là, je vais faire un echo de Mamma Mia. Donc, echo, ça permet d'afficher quelque chose au niveau du terminal. Donc, n'importe quelle commande de terminal, vous pourrez la mettre. Donc, par exemple, je vais dire, si je fais npm run build, je veux faire ls. Et vous allez voir, je fais npm run build et ça fait un ls. OK? Mais nous, on veut exécuter quoi? On veut exécuter node module. On vient au niveau de .bin, on trouve PostCSS et on va dire le fichier d'entrée, je vais cacher la sidebar, c'est app.css. On veut utiliser Tailwind CSS comme plugin et le fichier output, ça va être dans dist et il aura pour nom bundle.css. Donc maintenant, on peut venir ici pour le confirmer. Je vais retirer le dossier dist. Je fais npm run build et on aura le même résultat. Il va exécuter notre commande et on verra le dossier dist. Ça marche. Mais ce qui est intéressant, vous n'avez même pas besoin de mettre ceci. Par défaut, si vous mettez un exécutable, il va également le rechercher dans node module.bin. Donc, il va rechercher les exécutables au niveau de votre système, mais également au niveau de node module.bin. Ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus court. On vient là, on refait npm run build. Et vous voyez que ça marche toujours. Je vais vous montrer une dernière chose. Imaginez qu'on avait plusieurs plugins. Si on devait tous les lister, ça allait faire beaucoup de choses. Donc, en lieu et place de mettre tous les plugins avec l'option "-u", on peut créer un fichier de configuration. Le fichier il a pour nom postcss.config.js. On va mettre comme contenu ceci et je vais l'expliquer. Donc, on peut lister tous les plugins qu'on a. Et nous, on va dire que comme plugin, on utilise Tailwind CSS. Si on avait une configuration pour le plugin, on pouvait mettre la configuration. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Si vous exécutez la commande et qu'il détecte que vous avez ce fichier-là, il pourra lire la liste des plugins et puis les utiliser dans l'ordre dans lequel vous aurez défini les plugins. Donc, si on voulait utiliser également autopréfixeur, on aurait pu dire premièrement, tu utilises Tailwind CSS. Après, ce que tu vas obtenir en sortie, tu vas le passer au plugin autopréfixeur. Donc, on pourra lister plein de plugins. Et puis, si on a des configs, pour chaque plugin, mettre la config. Mais là, si je réexécute, juste pour vous le montrer, on va supprimer dist. Et vous allez voir, ça va marcher. Il va lire la config et on n'aura pas de problème. Donc, regardez, on aura du code CSS. En pratique, au niveau de la documentation de Tailwind, il est recommandé d'installer le plugin autopréfixeur vu que Tailwind par défaut ne rajoute pas automatiquement les vendor prefixes. Donc, au niveau de package.json, on aura autopréfixeur. On pourra le rajouter au niveau de notre config en mettant autopréfixeur. Et comme je l'ai dit, autopréfixeur permet de rajouter des préfixes de vendor. Donc, Moz, WebKit et tout. Donc, on a installé les deux plugins, Tailwind CSS et autopréfixeur. Je reviens là et voilà, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Après, on peut utiliser npx
Donc ça vous permet d'exécuter des packages comme étant des scripts sans avoir à les installer au niveau de votre machine. Donc là, je peux dire que je vais exécuter Tailwind CSS init. Ça permet de générer le fichier de configuration de Tailwind. Donc on valide. On voit qu'un fichier de configuration a été créé pour Tailwind. C'est là qu'on va pouvoir customiser notre thème, rajouter des plugins Tailwind. Donc là, on ne parle pas des plugins post CSS. C'est que Tailwind a également des plugins pour la typographie, pour les formulaires et plein d'autres Mitsubishi. On aurait pu générer les deux fichiers, disons de manière beaucoup plus simple. Je vais réexécuter le même script, donc ceci, mais je vais rajouter l'option "-p", c'est-à-dire génère-moi le fichier de configuration de Tailwind et le fichier post CSS. Donc le fichier de config de post CSS. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait eu à écrire tantôt. Okay? Donc tout marche de la même manière. Donc maintenant qu'on a vu en pratique, c'est quoi Tailwind, à quel point c'est simple de l'utiliser, revenons à nos moutons. Je vais revenir au niveau de Tailwind Symfony. On va l'ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait installé Webpack encore. On a montré comment compiler nos assets. Donc, je vais réutiliser npm run dev server. Je vais modifier la couleur. On va mettre le bleu. On revient au niveau du navigateur. Je vais pouvoir revenir. C'était pas là, mais plutôt ici. On verra du bleu. Magnifique. Maintenant, voyons voir au niveau de la doc comment est-ce qu'on peut installer Tailwind au niveau d'un projet Symfony. On clique sur Start Learning. Là, on nous montre comment le faire au niveau de Next.js, Next.js, Vue version 3, au niveau d'une application React, Gatsby et Laravel. On n'a rien en rapport avec Symfony, mais on peut descendre et puis on nous montre comment installer Tailwind comme un plugin post CSS. Si on descend, on nous demande d'exécuter premièrement la commande qui est ici. Je vais donc la copier. On va couper le serveur et l'exécuter. Elle va permettre d'installer en développement la dernière version de Tailwind CSS. Donc, c'est la même chose qu'on avait installé précédemment. On installe également Autopréfixeur dans sa dernière version. Et là, je vais agrandir. On installe Post CSS. Donc, remarquez, cette fois-ci, on n'installe pas Post CSS CLI. On installe Post CSS. Mais à part ceci, on installe les mêmes Mitsubishi qu'on avait installés précédemment. La seule différence, c'est que précédemment, j'avais installé Post CSS CLI, mais là, c'est Post CSS. On suit la documentation, on valide et ils vont être installés. On peut le prouver. On vient au niveau de package.json et voici autopréfixeur, Tailwind et post CSS. On continue. Donc, comme on peut le voir au niveau de la documentation, il est recommandé d'installer autopréfixeur vu que Tailwind ne rajoute pas automatiquement les vendor prefixes. Donc, on a installé les trois Mitsubishi. On nous demande de générer le fichier de config de post CSS et celui de Tailwind. Comme on l'a vu, on peut faire npx tailwind css init-p afin de générer les deux à la fois. Donc, on aura le fichier de config de post CSS et le fichier de config de Tailwind. On peut continuer. On nous dit de rajouter ces trois lignes au niveau de notre fichier de style. Donc, nous, ça va être au niveau de app.css. Et la dernière chose, c'est de trouver maintenant le moyen de transformer, disons ceci, en CSS. Là, vu qu'on n'a pas installé notre ami post CSS CLI,
ici. Comme vous pouvez le voir, on ne l'a pas installé. Donc, on ne peut pas venir taper ce qu'on avait précédemment. Post CSS, là, c'était A7, style A.css, -O, et puis on précise l'output. Nous, on veut que ceci soit géré par Webpack encore. Donc, je viens là et on doit demander à Webpack encore de gérer ce Mitsubishi pour nous. Tout ce qu'il faudra faire, c'est quoi? On va venir là et puis on va rajouter .enable post CSS loader. Je vais tenter de me retrouver ou trouver où ceci se trouve. Donc, si on cherche enable post CSS loader, on va taper Webpack encore. Donc, c'est CSS en minuscule. C'est mon ami Prettier qui a eu à reformater le code. Je vais le désactiver. Donc, je viens au niveau de Prettier, Setting User, et je vais le désactiver. Comme ça, il ne va pas ici reformater le code. Donc, si on regarde au niveau de la documentation, on nous dit que si on veut que Webpack puisse transformer notre code CSS en utilisant post CSS, on doit installer le loader, créer un fichier de config que nous on a déjà et puis l'activer. Si on veut rajouter des options, on peut le faire, mais nous on n'aura pas besoin de mettre des options. Donc cette histoire de loader, c'est en rapport avec Webpack. Webpack, c'est quelque chose qui peut être très vite compliqué à comprendre. Même la configuration, elle est des fois difficile à comprendre. C'est pourquoi nos amis de Symfony ont créé Webpack encore. Webpack encore, il nous permet, de manière assez simple, de générer le fichier de configuration de Webpack. Vous voyez à la fin, on utilise encore et on lui demande « Génère-moi le fichier de config de Webpack » en te basant sur tous les Mitsubishi qu'on a eu à dire. Si on n'utilisait pas Webpack encore, ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc, nous, on va pouvoir activer Sass, TypeScript en décommentant simplement les différentes lignes. Et notre ami Webpack encore va se charger de gérer tout ceci et générer le bon fichier de configuration de Webpack. Donc, nous, on a activé le post CSS loader. Au niveau de Webpack, les loaders, c'est ceux-là qui vont nous permettre d'appliquer des transformations. Donc, si on lit ceci, on nous dit que Webpack nous permet d'utiliser les loaders pour faire un pré-processing des fichiers. Et on a plusieurs loaders. Parmi les loaders, on va trouver post CSS loader. Il nous permet de charger et transformer des fichiers CSS et tout en utilisant post CSS. Donc, c'est pourquoi on doit l'installer après avoir activé ceci pour que ça puisse marcher. Si je viens là et je tente de refaire npm run dev server, on aura une belle erreur. On nous demande d'installer post CSS loader. Donc, je vais simplement copier ceci, rajouter -d. C'est la même chose que de mettre "-save dev". On valide. Notre loader va être activé. Et lorsqu'on va faire npm run dev, ou bien dev server, ou bien build, ou bien watch, il va ici utiliser post CSS, transformer notre fichier en utilisant notre config, et tout va marcher à la perfection. Donc là, je vais ici essayer de faire npm run dev. Comme ça, on va avoir les fichiers qui ont été générés. Et on verra que dans le code, ceci aura été transformé. Donc, on patiente un peu. Je reviens là. On regarde app.css. Et voici normalize. On aura notre ami .container. Et puis, les différentes classes utilitaires. Text center et tout. Donc, ça marche à la perfection.
Là, je vais utiliser npm run dev server afin que ceci puisse être reloadé automatiquement et que le navigateur soit également rafraîchi. Donc, si tout marche, on doit revenir à notre stylisation et c'est le cas. Donc, on avait déjà rajouté les classes. Donc, c'est pour cette raison que tout marche. On peut mettre ici pink. Si je mets ici texte pink, il va utiliser le rose. Vous allez voir. Là, je rafraîchis et ça marche. Donc, j'ai eu besoin de rafraîchir manuellement, étant donné que je n'ai pas modifié un fichier A7. J'ai modifié mon CSS. Webpack encore va reloader et puis rafraîchir uniquement si on modifie un fichier A7. Donc, c'est pourquoi je dois actualiser manuellement. Mais si je modifiais un fichier de style, on va modifier la couleur de fond, on met l'orange. Là, il va recompiler et puis reloader automatiquement. OK, on va patienter. Il est en train de le faire. Vous voyez ici compilation, mais ça prend un peu de temps. Et voici le résultat. Donc, c'est vraiment laid. On va enlever ceci. Il va recompiler. Et on reviendra au résultat précédent. Là, je n'aime pas le bleu. On avait mis le rouge. On va actualiser manuellement et bang. Donc voilà, vous savez maintenant comment intégrer Tailwind en utilisant Webpack encore. Mais là, principalement, on l'avait fait étant donné que lorsqu'on utilisait l'approche avec le CDN, on avait plein d'inconvénients. Le fichier était volumineux, on ne pouvait pas faire de customisation, mais maintenant on peut faire la customisation, on peut rajouter des plugins, des directives. Donc si je veux customiser mon thème, je viens au niveau de tailwind.config.js et je le customise. Tout est expliqué au niveau de la documentation. Si je veux rajouter un plugin Tailwind, je peux le mettre ici. On verra comment rajouter un plugin d'ici la fin de la vidéo. Je peux utiliser Apply et puis Variant. On pourra retirer les styles non utilisés. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, on peut faire tout ceci. Essayons d'utiliser Apply. Je peux venir là. Je vais rajouter @layer components. Et je pourrais mettre une classe btn. Et on va dire que on veut appliquer un background rouge de 500, une couleur de texte blanche, un padding de 4. On veut que les bords soient arrondis et voilà le travail. Donc en mettant ici @layer components, cela permet de dire qu'il faudra le mettre au niveau de la couche components. Donc il va nous créer une nouvelle classe qui aura tous ces Mitsubishi là. Là, j'ai des erreurs vu que j'ai oublié de mettre, vu que j'ai mis plutôt un point à ce niveau-là. Désolé. Donc, il va recompiler. Et normalement, tout doit marcher. On voit que tout est bon. Donc, on met les classes de la même manière qu'on les avait mises ici. Simplement qu'on peut utiliser Apply. Si je viens là, je peux créer un bouton. On va mettre Click Me. Je viens au niveau du navigateur, on verra notre bouton Click Me. Simplement, je peux lui appliquer la classe btn et tout ce qu'on a mis ici va s'appliquer. Donc, ça ne va pas être parfait, mais on aura une couleur de fond rouge, le texte blanc, un padding de 4 et puis les bords arrondis. Et mamma mia, voici le résultat. Je peux venir dire, si on le survole, on veut que la couleur change pour 600. Je veux donner un peu d'ombre, Shadow LG, et voici. Donc, on met ceci au niveau de Components. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, toutes les classes utilitaires sont au niveau de Utilities. Donc, il faut mettre ceci avant Utilities. Comme ça, si on veut faire un override, si je veux rajouter d'autres choses, ceci va être pris en compte. Donc, je viens là, j'actualise, on survole et puis vous voyez que ça marche.
Je peux modifier la couleur. Je peux mettre BG Green de 500. Et ceci va s'appliquer. On vient là et la couleur change. Mais si j'avais mis mon code, disons après Utilities, sans mettre Layer Components, ceci n'allait pas marcher, vu que ceci allait faire un override de ce qu'on avait à ce niveau-là. Donc ça, c'est la nature même de CSS, comment CSS fonctionne. Donc si je viens là, j'actualise, vous voyez que la couleur, ce n'est plus le vert, alors que j'ai bel et bien mis ici le vert. Donc pour que ça marche, j'aurais dû mettre ceci avant Tailwind Utilities. Comme ça, lui, il pourra faire des overrides. Et si on fait des overrides, ça va marcher. Donc, je viens là, j'actualise et ça marche. Mais en lieu et place de se fatiguer à les mettre là, c'est pourquoi on peut utiliser @layer components. Il saura qu'il va les mettre avant Utilities. Et voilà, normalement, tout est bon. Ça va marcher de la même manière. Il est en train de compiler, c'est pourquoi c'est lent. Et vous voyez que la couleur, c'est la couleur verte. Je vais enlever ceci. On n'en a pas besoin. On peut le garder juste pour le fun. Je vais rajouter simplement BTN. Donc, on aura le rouge. Et au survol, ça donne ceci. Là, je vais mettre flex col afin qu'on ait les éléments en colonne. OK. On va laisser un peu d'espace entre les éléments. Donc, je dis que je veux de l'espace vertical de 6. Et on aura de l'espace entre nos deux éléments. Là, on peut mettre un lien. On va mettre symfony.com. Et je vais le transformer en lien. Et ça va mener vers symfony.com. Donc, si je clique, je viens au niveau de symfony.com. C'est beaucoup plus cool, n'est-ce pas? Mais intéressons-nous à présent à la taille de notre fichier. Donc, je vais utiliser npm run dev. On va voir quelle est la taille de notre fichier après compilation. On regarde, on voit que c'est 5.11 mégas. Ouh, c'est vraiment ici beaucoup. On peut faire open. On vient au niveau de public, build. Je vais afficher ceci de cette manière et ça fait 5.4 mégas. Avant, on avait 2.9, disons 3 mégas. Là, on se retrouve à 5.4. Mais rappelez-vous, là, c'est une compilation en développement. Donc, il n'y a pas de minification et tout. Je vais faire npm run build afin de faire une compilation pour la production. Et on va voir quelle va être la nouvelle taille. Donc, on patiente un peu. Il est en train de minifier. Tout s'est bien passé. On vient là. Et après minification, on a 3.2 mégas. Donc, clairement, ça a diminué, mais ça n'a pas vraiment diminué parce que c'est toujours plus grand que le 2.9 mégas qu'on avait précédemment. Donc, si vous regardez, vous allez voir que oui, il a eu à minifier le contenu, mais les classes utilitaires qu'on n'utilise pas sont toujours présentes. Je vais chercher texte gray et vous voyez, on n'a pas utilisé le gris, mais ceci fait partie du CSS qui est généré. Afin de régler ce problème, ça va être très simple. On va venir au niveau de notre fichier tailwind.config.js et on va modifier l'option purge. Tout ce qu'il faudra faire, il faudra lui indiquer les chemins des fichiers au niveau desquels vous utilisez les classes Tailwind. Et lui, il va parcourir ces chemins-là, regarder les classes que vous avez utilisées et retirer toutes les autres classes que vous n'avez pas utilisées. Donc, si on regarde au niveau de l'installation, on peut revenir où on était. Là, on nous a donné un exemple. Si on utilisait les classes au niveau des fichiers HTML présents au niveau de SRC et au niveau de tous les fichiers JS présents au niveau de SRC, on allait les mettre au niveau de purge de cette manière-là. Et après, il va pouvoir les purger. Donc, nous, tout va se trouver au niveau de template. Et de la même manière, on peut avoir des classes
au niveau de notre fichier CSS, en grosso modo. Si vous avez des fichiers Vue ou bien des fichiers React, vous pourrez aussi les rajouter. Donc, on va modifier la config de purge. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais copier ces deux lignes et on va les mettre. Là, on va dire, il faudra regarder au niveau de template. Donc, je mets template et tous les fichiers .html, .twig. Donc, il pourra regarder ici, ici, si on a des classes Tailwind. Il faudra regarder également au niveau de Asset et tous les fichiers CSS. Donc là, ça veut dire si on a des sous-dossiers, imaginons on avait un sous-dossier page, il allait regarder également dans tous les sous-dossiers. Donc en grosso modo, tous les fichiers dans template, même si ce sont des fichiers qui sont dans des sous-dossiers et ainsi de suite, qui ont l'extension .html, .twig. Au niveau de Asset, on recherche les fichiers qui ont comme extension .css. Si vous utilisez une autre extension, ce sera à vous de l'indiquer. Je peux rajouter d'autres Mitsubishi, tous les fichiers JS, les fichiers Vue, si vous utilisez, donc par exemple si vous utilisez React ou bien Vue.js et tout. Mais pour nous, ça fera l'affaire, mais libre à vous de l'adapter dépendamment du cas dans lequel vous vous trouvez. Maintenant que j'ai indiqué les options de purge, je vais refaire un npm run, disons build. Et on s'attend à ce que la taille puisse diminuer. Donc pour l'instant, c'est 3.2 mégas. Là, on s'attend à ce que ça diminue drastiquement. Je sais que ça ne va pas marcher, mais je vais garder le suspense. On va patienter un peu. Tout s'est bien passé, mais on voit que la taille, elle n'a pas changé. Donc la raison est toute simple. Pour que le purge puisse être appliqué, il faudrait que lorsqu'on exécute le script de production, qu'il y ait une variable d'environnement, node env, qui a comme valeur production. Donc si vous n'avez pas cette variable d'environnement, ça ne va pas marcher. Au niveau de Linux et de Mac, on peut exécuter une commande, imaginons cette commande-là, on peut l'exécuter en setant une variable d'environnement avant de l'exécuter. Donc, il va setter cette variable d'environnement avec la valeur production et exécuter la commande. Donc, ça nous permet de faire ceci en une seule commande. Au niveau de Windows, ça ne va pas marcher. Pour setter une variable d'environnement au niveau de Windows, on utilise set, on met le nom de la variable d'environnement et puis la valeur. Donc, comme on peut le voir, dépendamment du système d'exploitation, la manière de setter les variables d'environnement, elle est tout simplement différente. Mais là, juste pour vous montrer que ça va marcher, maintenant qu'on a seté notre env à production, si je cherche purge, afin de vous montrer que je ne l'ai pas inventé, si on regarde ceci, ils vont nous dire que on doit avoir notre env à production pour que ça puisse marcher. On nous indique qu'on aurait pu l'activer manuellement de cette manière-là et puis après préciser l'ensemble des fichiers dossiers où on doit rechercher les classes. Mais nous, on va se baser sur node env. Donc ici, il ne va pas faire le purge ni ici, mais pour la production, on va faire le purge. Donc je refais npm run build. On valide. Il va setter la variable d'environnement. Donc, le purge va pouvoir être fait. Et on s'attend à ce que la taille diminue drastiquement. Étant donné que nous, on n'a pas utilisé beaucoup de classes, la taille devrait diminuer. Et mamma mia, vous voyez, on passe à 5 kilooctets. Donc, on était à 3 mégas. Là, on passe à 5 kilooctets. Donc, vous voyez à quel point c'est intéressant de bien setter ici le purge, bien comprendre comment ça marche et on n'aura pas de problème. En lieu et place de mettre ceci, si vous avez une équipe et que le développeur a une machine Windows, ben ça ne va pas marcher. Étant donné que si on cherche set env var Windows,
Comment c'était une variable d'environnement au niveau de Windows, ça ne marche pas de la même manière. Au niveau de Windows, on utilise set, on met le nom égale la valeur. Donc, si on voulait le faire au niveau de Windows, on aurait dû procéder autrement. En lieu et place de se fatiguer, on peut utiliser un package qui a pour nom crossenv. Il va nous permettre, quel que soit votre système d'exploitation, de pouvoir setter les variables d'environnement de la même manière. Donc, il faut l'installer et puis après, on rajoute crossenv et il va l'adapter dépendamment du système d'exploitation. Donc, vous mettez ceci de la même manière, mais que ce soit au niveau de Windows, Linux ou bien Mac, il va gérer ceci automatiquement pour vous. Donc, si on lit un peu l'explication, on nous dit que la plupart des lignes de commande Windows vont générer des erreurs si on set les variables d'environnement de cette manière-là. L'exception, c'est si on utilise Bash sur Windows. Donc, si vous utilisez par exemple WSL, ça va marcher parce que c'est comme des distributions Linux au niveau de Windows. Donc, pour régler ce problème-là, crossenv va vous permettre d'avoir une seule commande et ça va marcher indépendamment du système d'exploitation. Vous allez mettre la même chose et ça va marcher. Donc, essayons de l'installer. Je vais faire npm install crossenv-savedev ou bien -d. Une fois qu'il est installé, on peut rajouter simplement ceci devant notre Mitsubishi. Crossenv a été installé. Donc, nous, ça va marcher de la même manière. Je fais npm run build. Il va setter la variable d'environnement. Tout est bon. Et au moins, je suis sûr que même si quelqu'un a Windows, ça va marcher également. Donc, on patiente. La taille doit rester à 5 kilooctets vu qu'on n'a rien changé. Et on regarde là, on voit 5 kilooctets. En réalité, c'est même 4.76 kilooctets. Mais mon Mac a eu à arrondir. On va vérifier que tout marche et ça continue de marcher. Donc, cela revient à dire, si vous venez ici et vous utilisez texte Indigo 500, on enlève texte Red, ça ne va pas marcher. Vu que lorsqu'il a compilé, il a retiré texte Indigo. Donc, on voit que la couleur, c'est resté la couleur qu'on avait mise ici, qui était le bleu. Il n'a pas changé texte Indigo. Je vais devoir recompiler. Il va voir que, là, on utilise Indigo. On n'utilise plus le rouge, donc il va le retirer, mais il va ici garder Indigo. Donc, on vient là. On va patienter un peu pendant qu'il le fait. Je pense que c'est terminé. Et vous voyez maintenant, c'est Indigo. Ce n'était pas la bonne couleur parce que c'est difficile à voir. Mais juste pour vous le montrer, je vais enlever le bleu et on verra que c'est l'indigo. OK, clairement. Magnifique. Là, je vais remettre le rouge et on va utiliser npm run dev server. Venons au niveau du navigateur et on revient à ce qu'on avait précédemment. Donc, intéressons-nous à présent au thème de formulaire Tailwind. Donc, ceci a été rajouté de manière expérimentale depuis la version 5.3. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière version en date, c'est la version 5.2. Donc, je vais créer un nouveau projet. On va faire Symfony New, Demo, Tailwind, Form. Et je vais mettre -full, -version. Et je vais rajouter Next. Donc, ça va me permettre d'utiliser la prochaine version, qui est la version 5.3. Donc, probablement, au moment où vous allez regarder la vidéo, la version 5.3 sera déjà disponible. Donc, vous n'aurez pas besoin de mettre -version Next. Mais moi, vu que si je ne le mettais pas, on aurait eu une version 5.2 et on ne pouvait pas tester vu que
Ce Mitsubishi là, comme je l'ai dit, a été rajouté depuis la version 5.3. Donc, on va fermer ce projet-là. Je vais ouvrir le nouveau projet Demo Tailwind Form. Et je ne vais pas perdre votre temps. Je vais refaire la même chose en installant Webpack encore, installer Tailwind CSS, Post CSS Loader et Auto-préfixeur. Donc, je vais aller rapidement afin de ne pas perdre votre temps. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai eu installé Auto-préfixeur, Cross-Env, Post CSS Loader et Tailwind CSS. J'ai utilisé Cross-Env comme on l'avait fait précédemment. J'ai généré le fichier de config de Post CSS et le fichier de config de Tailwind. J'ai géré la partie purge. Au niveau de Asset, style app.css, j'ai mis nos directives Tailwind. Au niveau de Home, j'ai créé un formulaire. On va tenter de le trouver. Donc rien de bien compliqué. J'utilise le Form Builder pour créer un formulaire. On gère la requête. Si le formulaire est soumis et qu'il est valide, on fait un dump. Sinon, on rend le formulaire et puis si on a des erreurs, on les verra. Et là, j'affiche mon formulaire et un bouton. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. Là, j'ai eu à exécuter npm run dev server. Et si on vient au niveau de la page d'accueil, notre formulaire ressemble à ceci. Par défaut, c'est comme ça que Tailwind va styliser nos différents champs. Il existe un plugin Tailwind qui a pour nom Tailwind Form. On va essayer de l'installer. Donc, je peux copier cette ligne. On coupe le serveur Webpack. Je fais npm install de Tailwind CSS Form. On vient là. On nous montre comment le rajouter. Donc, au niveau de notre fichier de config, on vient au niveau de plugin et on le rajoute. De cette manière-là. On va relancer la compilation. Et vous allez voir automatiquement, nos champs vont être formatés. Donc, est-ce que c'est terminé? Je pense que oui. On patiente un peu. Apparemment, il n'avait pas terminé. Mais vous voyez, automatiquement, tout a été formaté. On a quelque chose de plus intéressant. Je viens au niveau de la démo. Voici un exemple avec tous les champs. En réalité, au niveau de Symfony, ils ont eu à créer un thème de formulaire qui se base sur ce plugin. Donc, il faut avoir obligatoirement ce plugin qui est installé et puis enregistré. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, il faut l'installer, l'enregistrer comme on l'a fait actuellement. Une fois qu'on a fait ceci, on pourra maintenant utiliser comme thème de formulaire ceci. Donc, je viens au niveau de config, package. Je viens au niveau de Twig. Et normalement, je peux mettre form Teams et indiquer les thèmes que je veux utiliser. Là, on va utiliser notre ami Tailwind2 layout.html.twig. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on voulait utiliser le thème Bootstrap ou bien Foundation. Et vous allez voir, rien qu'en faisant ceci, mamma mia, on a quelque chose de beaucoup plus élégant. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici et puis on va utiliser container. Et je vais rajouter MX Auto afin de centrer un peu mon contenu. On vient là, on teste. C'est bon. Je vais laisser un margin top de 10 pour ne pas que ce soit collé au haut. Okay? De cette manière. Là, je peux mettre
max, je peux enlever ceci. Je vais mettre max width et 2XL. On va voir ça va donner quoi. Et je pense que même 2XL, c'est un peu trop. On va mettre XL pour tester. Même là, c'est trop. On va mettre, disons, MD. Je vais voir ça donne quoi. Et on peut se contenter de ceci. Je vais styliser mon bouton. On va mettre BG, Indigo, 500, Over. On va mettre BG Indigo 600 lorsqu'on va le survoler. La couleur, c'est le blanc. Rounded, Shadow pour avoir de l'ombre. Et ça fera l'affaire. Il faut donner un peu de padding. Et si je veux qu'il prenne toute la largeur, je peux mettre, disons, bloc. On va rajouter W full. Parfait. Est-ce qu'on peut se contenter de inline block? Ça marche également. Donc, voici le résultat. Maintenant, si on veut customiser le thème, on nous montre ici un exemple. On peut customiser les classes en les passant de cette manière-là, afin de changer les classes de notre forme row, ou bien changer les classes du label, des erreurs, des widgets et tout. Ou bien on peut créer notre propre forme layout. Et là, on nous a donné un exemple où les bords ont été arrondis et tout marche. Là, essayons d'avoir des erreurs. Donc, je vais venir là, je vais mettre forme no validate. Comme ça, on n'aura pas de validation. Donc, il ne va pas mettre de validation HTML5. Mais là, je veux mettre un peu de validation côté serveur. Comme ça, ça va me permettre de voir comment les erreurs sont affichées. Donc, je vais mettre contrainte. Donc, je vais mettre constraint et préciser les contraintes directement. On peut mettre not blank. Il ne doit pas être vide. Oups. Et au minimum, il doit faire, disons, 2 caractères. Donc, je peux mettre min 2. On peut le copier. Et je vais faire de même pour l'email et, disons, le message. Donc, not blank minimum 10. Ici, on va mettre new email pour dire que ça doit être une adresse email valide. Donc, je prends Symfony Component Validator Constraint. On fait de même pour tout le reste. Et on aura des validations. Si je valide, voici comment les erreurs de validation sont affichées. Maintenant, essayons de styliser un peu ceci. Je vais copier le code. Et on va créer notre propre thème de formulaire. Je peux créer un dossier forme Teams. On aurait pu l'appeler n'importe comment. Je vais l'appeler tailwind.html.twig. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, on aurait pu mettre tailwind 2 si vous le voulez. Le nom importe peu. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et maintenant, je vais dire, on va venir au niveau de la config. Je vais utiliser mon propre thème de formulaire qui se trouve au niveau de forme Teams et qui a pour nom tailwind, disons .html.twig. Donc, j'ai mis un nom différent pour que la compréhension soit simplifiée. Donc, il va utiliser maintenant notre thème de formulaire. On actualise et on revient à quelque chose de laid. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais dire, on va ici hériter de ce qui vient avec Symfony. Donc, je mets ceci. Ce qui va faire qu'on reviendra à ce qu'on avait précédemment, comme on peut le voir. Simplement qu'on peut le customiser. Donc, je peux copier, disons, tout ceci. On vient là, on va le mettre.
Et ils ont déjà eu à citer les classes pour arrondir et tout. Donc, au niveau de label, ils ont mis ceci en majuscule. C'est pourquoi ça va être en majuscule. Ils ont arrondi les bords au niveau du widget. Donc, on voit ici, on a rounded. Donc, on pourra modifier chacun des blocs comme on le veut. Là, je peux rajouter une checkbox. On vient là, juste pour le fun. On va mettre checkbox type. Voilà, c'est bon. Et puis là, on va mettre is true pour dire que on doit avoir coché la checkbox. OK. En lieu et place de message, ça va être, disons, agree. Ou bien robot verification. Donc, c'est bot verification. Un exemple. Et là, comme label, je peux mettre check if you are not a robot. On vient là, on va actualiser. Là, on a is true qui n'a pas été importé. Je vais l'importer. Magnifique. On revient là. Et vous voyez, les bords sont arrondis. On a nos erreurs comme d'habitude. Simplement qu'on a un thème qu'on a pu customiser. Donc, si vous connaissez Tailwind, vous pouvez maintenant tout customiser et tout est bien indiqué au niveau de la documentation. On peut customiser le form help, les erreurs, les widgets, les checkbox labels. Tout ce que vous aurez à faire, c'est ouvrir, disons, je vais tenter de me retrouver, c'est ici. Vous n'aurez qu'à ouvrir le fichier qui est là et puis vous inspirer du code. Comme je vous l'ai dit pour l'instant, c'est un feature expérimental. Donc voilà, assez simplement. Le plus important, c'était de ne pas oublier de rajouter le plugin Tailwind Form. Si je coupe ceci, oups, et puis je relance le serveur, vu que je n'ai pas mis le plugin Tailwind Form, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Donc, si vous l'oubliez, ça ne va pas marcher et puis vous allez vous dire qu'il y a un problème. Donc là, je vais remettre le plugin. On coupe. Vu qu'il a entamé la compilation, c'est comme si c'est bloqué. On va patienter un peu. Voilà. Et tout va marcher normalement sans problème. Et voilà, tout marche. Là, essayons de compiler pour la production. Donc, essayons de couper le serveur Webpack et en lieu et place de faire npm run dev server, on va taper npm run build. Donc, on va compiler pour la production. Il va donc venir ici, faire un purge. Donc, il va lire notre fichier form thème, voir qu'on a utilisé ces classes-là et puis ne pas les purger. Pareil ici. Au niveau de asset, style CSS, on n'a pas rajouté d'autres classes. Essayons de voir ce que ça donne. Et mamma mia, ça ne marche plus. Donc, rappelez-vous, on a dit qu'il faut regarder tous ces fichiers-là. Au niveau de notre forme layout, on se base sur Tailwind 2 layout qui vient avec Symfony. Mais lui ne va pas aller regarder le fichier qui est ici. Lui, il va regarder simplement dans les fichiers qu'on a eu indiqués. Est-ce qu'il voit des classes Tailwind? S'il les voit, il ne va pas les purger. Il ne va pas suivre ce chemin et tout. Donc, nous, on peut venir là et il faudra lui indiquer qu'il doit regarder également dans ce fichier-là. Je vais donc déplacer, voir le chemin. C'est au niveau de vendor, donc je vais garder ma souris, disons, à ce niveau-là. Puis je vais taper vendor, Symfony, Twig Bridge, ressources, views, form et Tailwind 2 layout.html.twig. Donc, il va regarder également ceci. Il ne va pas purger nos classes. Et normalement, ça doit faire une petite différence. On va compiler de nouveau pour la production. Le fichier fait 7 kilooctets.
Vous allez voir, on aura probablement un changement, c'est le cas. Simplement que là et là, ça ne marche pas bien. Donc la raison, elle est toute simple. Le plugin qu'on a vu, Tailwind Form, qui est ici, comment est-ce qu'il fonctionne? Si vous rajoutez un input de type texte ou bien input de type email et ainsi de suite, il va automatiquement rajouter de la stylisation à ces éléments-là. Donc, aux inputs de type texte, password, email, number et tout. Si vous mettez un input sans un type, il ne va pas le styliser par défaut. Donc, on a ce problème étant donné que si on regarde tous les éléments qu'on a eu à lister, Symfony n'a aucun moyen de savoir qu'on utilise des inputs de type texte, de type email ou bien des textes area. Il n'a aucune idée. Étant donné que lorsque lui va regarder le code, il ne va pas voir de input. Il va voir des formes start, des formes widget et forme end. Il ne sait pas que le forme widget va générer nos inputs de type texte, de type email. Il n'a aucune idée. Donc, lorsqu'il va faire le purge, il va retirer toute la stylisation qui a été rajoutée par notre ami Tailwind CSS Form, donc par ce plugin-là. Et ce que vous devez savoir, c'est que le plugin qui est ici, il va rajouter sa stylisation au niveau de la couche base. Ce qui veut dire que toute la stylisation qui va être rajoutée par notre plugin, elle sera rajoutée au niveau de Tailwind Base. Je peux vous le prouver. On va enlever ces deux Mitsubishi. On fait un npm run dev et on va voir le code qui va être généré. Donc, on a plein de trucs. Mais si on cherche input et puis on rajoute type texte, oups, si j'arrive à l'écrire, comment est-ce que c'est écrit ici? Donc, c'est type texte. Je pense que je l'ai mal écrit. On peut descendre nous-mêmes manuellement. Et voilà, c'est ici que ça a été rajouté tout ce tralala. Donc, j'avais mis les doubles cotes, mais c'est la simple cote. Et vous voyez que ceci a bel et bien été rajouté au niveau de la couche base. Maintenant, je vais revenir là. On a toujours Tailwind Base, mais je vais faire un npm run build. Donc, il va tenter de faire le purge, vu qu'il n'a pas connaissance du fait qu'en réalité, ceci va générer des textes area, des inputs de type texte, email et tout. Il va purger cette partie-là. Donc, si on recherche type texte, on voit qu'il ne le trouve pas. Et ça va être la même chose pour type email, text area. Donc, en théorie, on peut tricher un peu. On peut mettre un input de type texte. Je vais rajouter display none. Comme ça, il ne va pas être affiché. Je mets un input de type email. Et puis, on peut rajouter un text area. Donc, je peux mettre text area. Donc, lorsqu'il va avoir type texte, type email, text area, il va savoir que on utilise ces Mitsubishi là et il ne va pas faire le purge pour cela. Donc, essayons de refaire un build. Il va donc garder la stylisation pour les trois. Nous, on ne va pas les afficher au niveau de la page. Ils vont être cachés. Mais si on regarde, on cherche type. On peut voir qu'on a la stylisation pour type texte, type email et aussi text area et tout. Donc, on peut revenir ici. On va remettre tout ceci. On refait un npm run build. Et mamma mia, on peut voir que tout marche. Mais bien évidemment, comme vous l'imaginez, je vais fermer ceci. Ça ne fait pas de sens de mettre tous ces éléments-là alors qu'on ne les utilise pas. Donc, on doit trouver un moyen beaucoup plus élégant d'indiquer à Tailwind qu'il ne doit pas purger nos amis type texte, type email et tout. Donc, pour l'instant, il va encore les purger
vu qu'il ne va pas avoir type texte, type email. Donc, lorsqu'on va faire le build, on reviendra au problème qu'on avait précédemment. Donc, en regardant la documentation, plusieurs personnes avaient le même problème. Et Adam Watan, il a recommandé au niveau de purge de procéder de cette manière-là. Donc, on pourra indiquer toujours les fichiers qu'il faudra regarder. Simplement qu'on va dire, on peut purger component et puis utilities, mais on ne va pas purger la couche base. Donc, voici la nouvelle config. Je vais tenter de refaire npm run build. On a un petit problème au niveau de app.css. Venons au niveau de app.css. C'est tout à fait normal. J'ai oublié de mettre l'accolade, disons à ce niveau-là. Désolé. Donc, vous voyez, il manquait une accolade. Vous l'avez probablement remarqué, Honoré il fait des erreurs bizarres. Mais voici l'accolade, et tout est bon. OK. Donc, on va refaire npm run build. Cette fois-ci, la compilation a l'air de marcher. Notre fichier fait au total 10 kilooctets. C'est assez bon. On n'est même pas à des mégas. On va tenter d'actualiser. Et mamma mia, tout recommence à marcher. Et puis, on a pu purger tous les Mitsubishi. Donc, si on n'avait pas mis encore une fois ceci, ça n'allait pas marcher comme on le veut. Vu qu'il n'allait pas savoir qu'il doit garder les classes qui sont dans notre layout de base. Donc, je l'ai enlevé, il va recompiler. Vous allez voir que ça ne va pas marcher comme on le veut. OK? Donc, on voit que notre checkbox, les espaces, tout ça, ça ne marche pas. Donc, on va le rajouter, on refait le build et tout sera bon. Si vous connaissez le mode JIT, donc si on vient au niveau de la documentation de Tailwind, et puis on cherche JIT, vous pourrez l'activer en mettant mode JIT. Normalement, Adam Watan, le créateur de Tailwind, il a eu à faire une vidéo là-dessus. Ça vous permet de générer les classes à la volée. Normalement, il faut mettre simplement mode JIT et puis tout est bon. Donc, si ça vous intéresse, je vous inviterai à regarder cette vidéo. Mais là, vérifions que tout est bon et c'est le cas. On a les erreurs, tout continue de marcher. On aurait pu ne pas avoir notre forme Teams. Donc, si je supprime ceci temporairement, on vient là, on va actualiser. Donc, je dois simplement venir au niveau de config, twig, et on va utiliser Tailwind 2, layout.html.twig. On vient là, et on allait avoir la version avec les carrés. Moi, je ne la trouve pas belle, donc je vais revenir à l'autre qui était là précédemment. Oups. Il ne nous laisse pas le prendre. Je vais le mettre au niveau du bureau. On va le copier. J'ouvre template. Et puis je vais le coller ici. Donc on peut revenir en arrière. On avait déjà compilé avec ceci. Donc ça doit marcher et c'est le cas. Donc les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. On a vu beaucoup de choses. Mais j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer en détail c'est quoi Tailwind et comment l'intégrer au niveau d'un projet Symfony. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. Je vous dis donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.